Bonsoir, je suis heureux de vous retrouver ce soir pour cette dernière édition de la saison de l'Esprit des Lettres. Cette émission consacrée aux livres, nous avons rendez-vous, comme d'habitude, bien sûr, dans cet espace de la librairie de la Procure à Paris, pour cette émission qui est coproduite, comme vous le savez, par KTO et par Le Jour du Seigneur. Alors ce soir, à notre sommaire, au fond, des sujets assez différents. D'abord, l'économie. L'économie avec 20 propositions pour réformer le capitalisme, qui est un travail collectif sous la direction de Gaël Giraud et de Cécile Renoir. Nous en parlerons dans un instant. Et puis une trajectoire personnelle qui en même temps reflète le cours des décennies passées, mais en même temps s'interroge sur l'avenir, avec Jean Boissonnat, journaliste économique que chacun connaît très bien. Le titre de l'ouvrage, c'est, avec humour, 2029, comment j'ai traversé 3 siècles en 100 ans. Alors nous allons parcourir tout à l'heure ces 3 siècles. Et enfin, avec Grégory Solari, un ouvrage sur la liturgie. Vous plaidez pour une cohabitation équilibrée, si je comprends bien, on en parlera tout à l'heure, entre la liturgie réformée, post-conciliaire, et la liturgie tridentine, anté-conciliaire. Vous nous direz tout à l'heure si c'est le signe d'une ouverture, ou au contraire, si c'est le reflet d'un repli identitaire. Mais tout de suite, avant d'en venir à l'économie, avec 20 propositions pour réformer le capitalisme, je vous propose de retrouver l'actualité du mois retracée par François Maillot. Dans l'actualité ce mois-ci, un beau livre aux éditions du Cerf sur Edith Stein, Devant Dieu pour tous. C'est véritablement un livre de référence, tout d'abord par son écriture, par les textes, mais aussi par son iconographie. Et c'est un livre de référence à la fois sur la vie d'Edith Stein et sur sa spiritualité. Véritablement un beau cadeau à offrir et à s'offrir. Un essai d'Hélène et Jean Baster pour un Christ vert. C'est un manifeste écologiste, mais ce n'est pas de l'écolo à l'eau de rose, c'est véritablement une initiation à une spiritualité de la création chez Salvatore. Un nouveau Guy Gilbert aux éditions Philippe Ray, Ose l'amour, c'est tout un programme. On retrouve le look en couverture et le style dans le texte inimitable du prêtre éducateur, un livre que vraiment tout le monde peut lire. L'Église a été troublée ces derniers temps, ces derniers mois, par de nombreuses affaires, l'affaire Williamson, l'affaire de Récif, l'affaire du préservatif en Afrique. On a beaucoup parlé, on a beaucoup glosé. 3 livres peuvent nous aider véritablement à comprendre ce qui s'est passé. Je commence par L'avenir de l'Église, sous la direction de Bruno Lepivin aux éditions de l'Œuvre. C'est un livre qui est véritablement dans la tonalité de la recherche de l'unité par Benoît XVI. On y évoque des questions importantes, l'interprétation du Concile, la liturgie, mais également le concept pour aujourd'hui de miséricorde. Beaucoup de signatures que vous connaissez, notamment celle de Monseigneur de Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris, mais aussi Grégory Solari, ce soir sur le plateau. Et puis on retrouve Jean-Pierre Denis, Fabrice Adjadj. Vraiment un ouvrage remarquable. La Nef publie pour Benoît XVI. Le titre dit à peu près tout et le contenu est en harmonie avec ce titre. C'est un livre de défense de Benoît XVI, préfacé par Monseigneur Ray, évêque de Toulon-Fréjus. Et puis, chez Bayard, c'est Lettres aux catholiques troublés, moins unanimes, très intéressantes. Ce sont des textes qui sont parus dans la Croix et que Bayard a la très bonne idée de reprendre en volume. On retrouve de belles signatures, Marguerite Lénard, Timothy Radcliffe, Le Cardinal Etchegaray, Jean-Claude Guilbeault, Jean Vanier et j'en passe. Véritablement extrêmement stimulant. Tous ces débats ne serviraient pas à grand-chose s'ils n'aboutissaient pas à une vraie question. Comment l'Église doit-elle agir dans le monde? Eh bien la réponse, elle est sans doute dans les Béatitudes évangéliques, titre de ce livre paru chez Parole et Silence, qui est un livre posthume du père Marie-Dominique Philippe.
Comme toujours avec Marie-Dominique Philippe, c'est à la fois extrêmement intelligent et très spirituel. Véritablement un livre à lire pendant les vacances. Voilà donc des semaines, sinon des mois, que l'on parle de la crise financière et économique. Et voici 20 propositions pour réformer le capitalisme. Gaël Giraud, vous êtes jésuite, vous êtes normalien, vous avez fait l'École nationale de la statistique et de l'administration, vous êtes docteur en mathématiques, vous êtes chargé de recherche au CNRS et vous êtes membre de l'École d'économie de Paris. Et vous-même, Cécile Renoir, alors vous avez fait, c'est au lycée Louis-le-Grand que vous avez découvert la philosophie avec quelqu'un tout à fait remarquable qui était Alain Etchegoyen, oui, qui malheureusement est décédé. Vous avez fait l'ESSEC, vous êtes docteur en philosophie et en outre vous avez fait le tour du monde. Et c'est au gré de ce tour du monde d'ailleurs que sont venues un certain nombre de préoccupations, je dirais sur à la fois la responsabilité éthique des entreprises et sur une moralisation de l'économie. C'est un travail collectif que vous avez dirigé, tous les deux, avec un certain nombre d'auteurs qui ont des compétences très différentes, hein, les unes des... Oui, il y en a un certain nombre qui sont des spécialistes des marchés financiers. Il y a un directeur financier d'une grande multinationale, il y a une mathématicienne, une philosophe, des économistes. Voilà. L'un des paris de l'ouvrage, c'était de faire travailler ensemble une population qui n'a pas tout à fait l'habitude de se fréquenter et de montrer qu'il est possible aujourd'hui d'inventer du collectif pour essayer de résoudre cette crise avec des compétences très diverses. Alors c'est un livre, bon, pour le commun des mortels, qui n'est quand même pas très facile à lire, mais qui est très bien fabriqué parce que vous avez une introduction, vous avez les 20 propositions dans leur ensemble, ensuite vous avez une conclusion, puis les 20 propositions présentées de manière synthétique, un lexique qui est quand même très pratique pour les ignorants de mon genre, et enfin les différents auteurs. Alors, quelle est, au fond, l'originalité? Je me suis demandé, de votre point de vue, quelle est l'originalité du livre? Est-ce que c'est le fait d'être un travail collectif? Est-ce que c'est le fait d'avoir fédéré des compétences très différentes? Est-ce que c'est la visée éthique de l'ouvrage? Est-ce que c'est la liaison que vous faites en permanence entre le versant financier et le versant économique? Oui, moi je soulignerais volontiers ce dernier point, et notamment le fait que nos propositions se situent à la fois à un horizon assez court terme et aussi un horizon plus lointain, c'est-à-dire que nous nous disions que c'était important, en gros, de décortiquer un peu la crise et les rouages de la crise financière, mais de souligner que cela nous invite tous à réinterroger finalement les fondements de la forme actuelle du capitalisme et repenser une économie qui soit vraiment, et donc un système financier qui soit au service de l'économie, l'économie étant elle-même au service de projets de société qui sont des projets politiques. Alors il y a des postulats de base, hein. Au départ, le marché. Vous ne niez pas le marché, vous ne diabolisez pas, le marché est essentiel. Oui, oui, tout à fait. Par contre, on essaie d'attirer l'attention sur le fait que des marchés dérégulés fonctionnent très mal. Et que donc toute la vulgate qui depuis 30 ans a essayé de nous dire qu'il était possible d'organiser des sociétés entières à partir de marchés autorégulés, cette vulgate-là n'est pas acceptable. Et la fameuse main invisible. La fameuse main invisible, voilà. La main invisible a besoin d'être aidée par la main très visible de la régulation et de l'État pour jouer son rôle. Alors qu'est-ce que vous appelez un marché parfaitement régulé ? Alors, parfaitement régulé, ça on ne prétend pas que les propositions que nous donnons dans le livre réussiront à avoir des marchés parfaitement régulés, mais je peux prendre un exemple qui est, disons, tous les marchés internationaux des contrats d'assurance sur le risque de crédit, donc sur le risque de défaut. Ces marchés-là, aujourd'hui, fonctionnent dans une très grande opacité. Ce sont ce qu'on appelle des marchés de gré à gré, où à peu près n'importe quel intervenant peut arriver, proposer un contrat extrêmement compliqué, une véritable usine à gaz, à peu près n'importe qui, sans qu'aucune autorité de marché puisse avoir le moindre regard sur le type de produit qui est proposé et sur le prix auquel aura lieu la transaction. Ce qui fait que, par exemple, la chute de la grande banque américaine Lehman Brothers le 15 septembre dernier a provoqué un véritable cataclysme, bien supérieur à celui qui avait été envisagé par les autorités américaines. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte ex post que la dette de Lehman avait été couverte 50 fois par des intervenants financiers sur ce type de marché. Et ça, personne ne le savait, puisqu'il n'y a personne pour réguler ces marchés. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a encore, disons, un an et demi, tout le monde était en admiration devant ces fameux traders et devant l'innovation financière, des produits extrêmement complexes
qui, on nous expliquait, permettait d'augmenter de manière extraordinaire la rentabilité de ces produits et, au fond, dissiper le risque. Alors, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ce n'est pas exactement ça qui se passe, c'est que l'innovation financière permet de transférer le risque qui est porté par quelqu'un, celui à qui une banque vend un nouveau produit, à quelqu'un d'autre. Mais ça ne fait pas disparaître le risque. Simplement, ce que l'on croyait jusqu'à présent, c'est que la répartition du risque entre beaucoup d'acteurs permettait, disons, de répartir les œufs dans différents paniers et de faire en sorte que si un panier s'écroule, les casses ne sont pas terrifiantes. Et là, on a pris conscience du fait l'an dernier qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que ça a joué exactement comme un virus. C'est-à-dire qu'à force de répandre le virus, et ça a créé une pandémie, exactement. Donc là, c'est sûr qu'il y a un nouveau rapport, disons, au risque collectif qu'il faut que nous inventions. Alors, l'objectif du livre, est-ce que c'est inventer une économie compatible avec le développement durable, hein, c'est un des objectifs que vous exprimez. Est-ce que c'est intégrer des paramètres sociaux dans la finance de l'entreprise? Est-ce que, au fond, c'est proposer des recettes pour réformer le capitalisme? Alors, des recettes, sans doute pas. Et d'ailleurs, le fait même que notre livre soit sous forme de proposition dit quelque chose du projet qui était le nôtre. C'est-à-dire, nous ne prétendons évidemment pas avoir des solutions toutes faites, mais en revanche, il nous semblait intéressant de réunir des gens qui ont des compétences très spécifiques et diversifiées et de réfléchir ensemble, proposer un certain nombre de choses, avant tout pour les soumettre au débat public. Et se dire, là aussi, même si le livre est relativement technique, quand même pouvoir proposer justement une réflexion qui ne soit pas uniquement le fait d'experts de ces sujets. Donc, ensuite, il s'agit donc pas de recettes, mais en revanche, une interrogation profonde sur le type d'économie que nous construisons, avec l'idée derrière que les règles de l'économie ne sont pas des règles intangibles. Justement, on vient de parler de certaines régulations à mettre en œuvre, et que derrière, et là je crois qu'avec les enjeux écologiques cruciaux qui sont devant nous, nous nous rendons bien compte qu'il faut, d'une certaine manière, repenser de façon extrêmement profonde et radicale le fonctionnement de notre système. Est-ce qu'on peut parler de moralisation du capitalisme? Alors, nous trouvons que c'est un terme qui est beaucoup utilisé aujourd'hui. Très utilisé, qui est parfois un peu piégé. En tout cas, le souci qui est le nôtre, c'est de regarder ensemble la dimension individuelle. Évidemment, chacun, que ce soit un acteur dans l'entreprise, depuis le PDG jusqu'à celui qui... Enfin, toutes les fonctions sont concernées, et chacun, à titre individuel, a des responsabilités à assumer. Donc on peut parler d'éthique personnelle ou de morale individuelle, mais nous insistons aussi beaucoup sur les enjeux en termes d'éthique sociale, ou de morale sociale, comme on veut, c'est-à-dire... nous considérons que justement l'économie n'étant pas un système bouclé une fois pour toutes, il laisse place à une interrogation sur les projets de société qui le sous-tendent, et donc il suppose aussi de s'interroger, alors je reprendrai l'expression de Paul Ricoeur, à la question de la recherche de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes, ce qui signifie s'interroger sur la justice ou la justesse des structures, et notamment des structures économiques. Oui, Jean Boissonnat. C'est un livre que j'ai trouvé tout à fait intéressant, surtout qu'il y a cet effort à la fois de vulgarisation en même temps de technicité. Et ça, c'est très difficile à marier. Souvent, la technique exclut la vulgarisation et la vulgarisation exclut la technique. Mais ce que je trouve, c'est que quand on prolonge le raisonnement que vous venez de tenir d'ailleurs, on retrouve quelque chose qui était déjà chez les inventeurs du capitalisme. Je me réfère ici à Adam Smith. Adam Smith, écossais, fin du XVIIIe siècle, moraliste plus qu'économiste. Qu'est-ce qu'il dit Adam Smith? Il dit, mon marché, le système que je vous propose, ça peut paraître aberrant de dire que l'intérêt général va résulter de la confrontation des égoïsmes particuliers. Car au fond, c'est ça, si je simplifie, que dit. Mais il dit, ça ne vaut que si la société tout entière respecte un certain nombre de règles morales. Et il en mettait deux en évidence, et je les trouve en filigrane dans votre texte. Il mettait en évidence ce qu'il appelait la sympathie, c'est-à-dire le respect d'autrui. Je peux me battre pour mes intérêts, mais il y a un moment où je me retiens parce que je perds le respect d'autrui. Et la deuxième chose que disait Adam Smith, c'est la frugalité, c'est-à-dire la maîtrise de soi, plus exactement. Il n'appelait pas ça frugalité, il appelait ça la maîtrise de soi. Si la sympathie, c'est-à-dire le respect d'autrui, n'existe plus, si la frugalité, c'est-à-dire la maîtrise de soi, est quelque peu abandonnée, alors toutes mes règles vont devenir folles.
Et donc Adam Smith avait tout compris avant même que nous soyons dans la crise d'aujourd'hui. Mais est-ce que l'histoire ne montre pas que généralement, toutes ces règles sont devenues folles et que la bonne définition, je me fais l'avocat du diable, si je puis dire, par rapport au marché, c'est la définition marxiste, c'est-à-dire que, au fond, le capitalisme, c'est un système politique dont le principe fondamental est la recherche systématique du profit. Oui, mais ce qui nous manque, c'est le marxisme. Je m'entends. Tant que vous aviez un régime alternatif, concurrent du capitalisme, même s'il n'avait pas des résultats économiques très brillants. C'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, il en est mort. Ouais. Il en est mort. Ouais. Mais il était là. Il était un stimulant permanent. Il dénonçait les vices du système. Et le système, je dirais, s'autorégulait quelque peu sous la menace d'un système concurrent. Or, ce système concurrent n'existe plus. La Chine elle-même proclame qu'elle est en économie de marché. Il n'y a plus un seul pays au monde qui dit « je ne suis pas en économie de marché », qui dit « l'avenir, c'est la collectivisation de tous les moyens de production », ce qui était la thèse marxiste. La thèse marxiste était peut-être fausse, mais la force marxiste, la force du communisme, obligeait les régimes capitalistes à faire plus attention qu'ils ne l'ont fait depuis la chute du communisme. C'est-à-dire que depuis les années 80, il n'y avait plus la menace ou la mise en demeure par un adversaire qui dénonçait vos vices et qui vous obligeait à les corriger. Le capitaliste a passé sa vie à corriger ses vices avec des systèmes qui étaient contraires à sa propre nature. La sécurité sociale, mais c'est le contraire du capitalisme. Mais il l'a adopté parce qu'il était dénoncé par le communisme comme faisant là des choses qui étaient intolérables. Et c'est cela qui a disparu. Donc il nous faut retrouver une vigie. Le communisme n'est plus là. Quelle sera la vigie du système économique, quel qu'il soit, capitaliste ou autre? Quelle sera la vigie qui dira « attention, ça ne fonctionne votre affaire que dans des sociétés qui respectent un certain nombre de valeurs morales ». Alors précisément, qu'est-ce qui fait l'originalité de la crise que nous vivons? Car après tout, est-ce que ce n'est pas des séquences connaturelles au système que d'avoir, de manière cyclique, avec des cycles qui ne sont pas forcément réguliers, ces purges? Moi, j'interviendrai dans le débat en disant qu'il me semble qu'une partie de ce débat-là est piégée si on admet d'emblée qu'il n'y a qu'un seul capitalisme et que le capitalisme peut soit toujours s'en sortir des crises qu'il vit, soit disparaître. Ce qu'on essaie de défendre dans l'ouvrage, c'est qu'en réalité, il y a plusieurs types de capitalisme et que la question à laquelle nos sociétés aujourd'hui sont confrontées, c'est quel est le capitalisme que nous voulons construire pour demain? Alors, et vous donnez 3 âges du capitalisme. Alors, on parle notamment des 3 âges de capitalisme de Boltanski et Capello, mais disons que notre diagnostic, c'est que la crise aujourd'hui signe la fin d'un certain capitalisme libertarien anglo-saxon qui prétendait organiser les sociétés à partir de marchés financiers qu'il pensait pouvoir laisser autoréguler. Alors c'est ce type de capitalisme-là, nous semble-t-il, qui a touché ses limites, et c'est aujourd'hui à nous d'inventer quelque chose d'autre. Alors il y a plein de modèles qui existent déjà, qui sont à notre disposition. Ça ne veut pas dire qu'il faut reproduire des modèles déjà existants, mais on peut penser aux sociétés scandinaves qui sont des sociétés capitalistes. On peut penser au capitalisme rhénan des années 70-80 que Michel Albert avait si bien décrit, de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Autriche. On peut penser au capitalisme japonais. Je ne suis pas en train de dire que l'un de ces 3-là, par exemple, serait un modèle à suivre pour nous aujourd'hui, mais il existe plein de manières d'organiser une société capitaliste, et celle qu'on a essayé de promouvoir depuis 30 ans sous l'impulsion des révolutions de Thatcher et Reagan n'est pas la seule. Et c'est celle-là aujourd'hui qui est en train de s'effondrer. Alors quelle est la définition d'un bon capitalisme? Par rapport au profit, je dirais, moi je défendrais volontiers l'idée que le profit n'est pas mauvais en soi, mais qu'il a à rester un moyen au service d'une finalité qui n'est pas la recherche de la maximisation justement de la richesse pour les actionnaires. Et qu'en fait, un des grands enjeux actuels, c'est bien la question de savoir comment répartir de manière équitable la richesse créée par exemple, les entreprises. Alors, et ça permet de repenser justement la finalité sociale de l'entreprise. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on commence nos propositions par cette proposition qui est réinscrire au cœur du système la finalité sociale comme une priorité stratégique pour les entreprises. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant de voir que certains grands groupes prennent ce type de position, puisque le conseil d'administration, par exemple, de Danone a voté, je crois, il y a à peu près 2 ans, que finalité économique et finalité sociale devaient être au même niveau. Ça, je crois que c'est extrêmement important
pour souligner combien, d'une certaine manière, nous marchons sur la tête si nous continuons à penser que le profit peut être considéré comme la finalité de l'activité économique. Alors précisément, si on prend votre première proposition, celle que vous venez d'évoquer, donc faire de la fonction sociale de l'entreprise une priorité stratégique, inciter et ou contraindre, comment obtenir des entreprises qu'elles intègrent précisément cette finalité sociale ou qu'elles l'intègrent davantage? Justement, ce que nous avons essayé de discuter, sans vraiment trancher le débat, mais il nous semble qu'il faut sans doute penser les deux à la fois, c'est-à-dire inciter et contraindre, parce que nous voyons bien que d'ores et déjà, un certain nombre de grands groupes, notamment occidentaux, sous la pression de l'opinion publique, enfin pour des tas de raisons, aussi conscients des dommages collatéraux que, par exemple, des activités industrielles peuvent provoquer, ces groupes s'engagent par le biais de labels, de certifications, acceptent de se faire auditer sur les aspects extra-financiers. Alors, c'est insuffisant, parce que les règles du jeu ne sont pas harmonisées, mais c'est déjà un premier pas pour faire avancer les choses. Et disons que les entreprises qui s'engagent publiquement, d'une certaine manière, elles sont ensuite tenues, finalement, elles s'auto-contraignent, on peut le dire. Puis, nous plaidons aussi en faveur de réglementations contraignantes. Mais il nous semble que, voilà, à très court terme, la première chose, c'est de continuer à inciter les entreprises à s'engager et à essayer de prendre des moyens divers qui permettent à la fois de contrôler les engagements de ces entreprises, peut-être aussi de faire en sorte qu'on intègre dans les décisions d'investissement ces paramètres dits ESG, environnement, social et gouvernance. Voilà, ce genre de... Mais quand vous parlez de visée sociale, est-ce que c'est la demande à l'entreprise d'intégrer un certain nombre de paramètres sociaux, ou est-ce que c'est de développer un vrai business à vocation purement sociale? Voilà. Alors en fait, là, c'est deux choses différentes. Oui, ce sont deux choses différentes. Voilà. Alors la notion de développement durable est de ce point de vue-là très intéressante parce que d'une certaine manière, elle permet aux entreprises ou elle les oblige justement d'inscrire finalement dans leur cœur de métier des préoccupations sociales et environnementales. Et il nous semble qu'il serait tout à fait dommage et insuffisant que l'on laisse à un certain nombre d'entreprises la responsabilité justement purement sociale. Au sens où on parle à l'heure actuelle de social business ou green business. Ce qui est intéressant, c'est de voir que certaines entreprises se lancent et sont pionnières en ces domaines, mais finalement, l'enjeu, c'est que l'ensemble du système, d'une certaine manière, entre guillemets, se convertisse à une économie qui soit à la fois verte et sociale. Alors, prenons un certain nombre de vos propositions. Alors, on vient d'évoquer la première. La seconde, vous souhaitez un contrôle indépendant, financier et extra-financier. Alors, je n'ai pas très bien compris, moi, parce qu'il y a aujourd'hui un contrôle. Il y avait les fameuses sociétés d'audit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elles soient vraiment indépendantes? Il faut qu'elles soient étatisées? Alors ça, c'est vaste débat. Et d'ailleurs, j'ai eu l'une ou l'autre conversation avec des représentants de cabinets d'audit qui sont tout à fait opposés à l'idée d'une nationalisation parce qu'ils disent que le système est que ce serait beaucoup trop compliqué en fait à mettre en œuvre. En revanche, l'idée d'un contrôle par un corps indépendant sous tutelle de l'État... Oui, parce que nationalisation, quel État? Ça dépend de l'endroit où la société se trouve aussi. Oui. Alors, il y a son siège, enfin. Il y a des tas de questions. Et l'une aussi de nos préoccupations, c'était de se dire, il y a un contrôle, un audit rigoureux qui peut s'exercer dans nos pays. Ce n'est pas toujours le cas, par exemple, en ce qui concerne les filiales de groupes multinationaux dans des pays du Sud. Il y a déjà la question du paramètre de l'audit. Ensuite, il y a la question de savoir si l'audit financier à lui seul est suffisant. Et nous pensons que non. Et ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que les grands cabinets d'audit, à l'heure actuelle, se mettent à faire de l'audit extra-financier. Donc à contrôler les entreprises sur justement des paramètres de gouvernance, des paramètres environnementaux et sociaux. Ils disent bien d'une certaine façon, les entreprises ont tout intérêt d'ailleurs à manifester qu'à la fois elles respectent les réglementations, parfois qu'elles vont même au-delà. Mais c'est vrai qu'il y a de multiples exemples dans les dernières années de collusion d'intérêts entre les entreprises et les cabinets qui les auditaient. Alors dans la proposition que nous faisons... Qui était à la fois juge et partie. Voilà. Et donc, il nous semble intéressant de proposer qu'un corps de contrôleurs indépendants, donc sous tutelle publique. Alors après, on n'a pas tranché la question de savoir à quel niveau devait se situer ce corps de contrôleurs.
Je disais, ça peut être soit au niveau de l'ONU, par exemple, et on peut le penser, évidemment, c'est sans doute plus simple déjà à mettre en œuvre au niveau européen. Alors, je vais soumettre une de vos propositions à Jean Boissonnat. C'est la proposition numéro 4. Valoriser le salariat pour redonner sens à l'entreprise. Alors, comment est-ce que l'on peut revaloriser le salariat? Et notamment, vous dites, publication des 10 bénéficiaires les plus importants. Il s'agit de bénéficiaires d'actions, si je comprends bien. Hein, c'est ça? Ou les bénéficiaires, les non, les salariés. Les salariés aussi. Hein. Oui. Ah, les salariés, bon. Et les 10 bénéficiaires les plus modestes. Autrement dit, on publie une totale transparence sur les rémunérations. Oui, vous savez, dans les entreprises, il ne faut pas vous imaginer que les salariés ignorent tout de ça. Parce que les rémunérations, même les plus élevées, elles transitent par des bureaux dans lesquels il y a des secrétaires qui lisent des choses sur lesquelles ils ont un certain devoir de réserve, mais il ne faudrait pas croire qu'ils n'en disent rien. Ce qui est en cause, ce sont les forces sociales et leur expression. Si vous avez des forces sociales suffisamment organisées dans une entreprise pour s'exprimer sur des sujets de ce genre, l'entreprise ne peut pas ne pas en tenir compte. Si vous êtes dans des situations comme dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, les forces sociales ne sont pas organisées, les forces sociales ne pèsent pas dans l'affrontement interne. À ce moment-là, les batailles se font entre des groupes d'actionnaires, mais les salariés ne pèsent pas. Donc je crois qu'on ne peut pas, à côté de toutes les novations techniques qui sont imaginables et qui sont utiles et nécessaires, on ne peut pas croire que cela se ferait par simple gentillesse. Il faut qu'il y ait des forces sociales derrière tout cela qui s'expriment, qui exigent et qui, de ce fait, contraignent les entreprises à une certaine politique. Si la politique en Europe est ce qu'elle est par rapport à ce qu'elle est ailleurs, c'est parce que les forces sociales se sont exprimées. Alors il est vrai qu'il peut y avoir des exemples, et il y en a eu un récent dans l'industrie américaine, où les forces sociales s'étant exprimées longuement, depuis longtemps, ont obtenu des avantages qui étaient disproportionnés par rapport à ce que l'entreprise pouvait faire. Si General Motors a fait faillite, ce n'est pas parce qu'il y a eu simplement des déficiences dans les organismes de notation ou de je ne sais quoi, c'est aussi parce que General Motors n'a pas apprécié la marge de manœuvre qu'elle avait pour donner des satisfactions à son corps social, Donc nous avons là des choses qui ne sont pas simples. Il faut à la fois l'affrontement, car si vous n'avez pas l'affrontement, il n'y a pas de contraintes. Et les contraintes publiques ne sont jamais suffisantes, mais il faut en même temps qu'il y ait le marché, c'est-à-dire le client. Et le client qui contraint l'entreprise à mettre des limites à sa propre générosité. Car quand on dit l'entreprise, ce n'est pas simplement les actionnaires, certes, c'est pas simple, mais ce n'est pas non plus simplement les salariés. L'entreprise, c'est d'abord la clientèle. C'est-à-dire, vous faites le produit que le client attend et pour lequel il est disposé à donner une certaine somme d'argent, mais pas plus, et vous devez survivre avec ça. Donc, ce qui a manqué dans les entreprises, ce n'est pas simplement le fait qu'ils ne s'intéressent qu'à leurs actionnaires, c'est qu'en ne s'intéressant qu'à leurs actionnaires, ils ont négligé à la fois le salarié, le travail, mais aussi le client. Et qu'est-ce qui arrive quand on néglige le client? Eh bien, on finit par faire faillite. Oui. Oui, juste pour revenir sur cette proposition-là, en fait, ce qui était visé, c'était la question de la disparité entre les plus hauts salaires d'une entreprise et les plus bas salaires. Dans les années 1920, en gros, l'échelle était de 1 à 20. Après-guerre, l'échelle est passée de 1 à 50. Et aujourd'hui, elle est de 1 à 1000, voire 1 à 2000 dans certaines entreprises. Alors, ça pose l'immense question de savoir quelle serait la bonne échelle. Donc, on n'a pas tranché cette question dans le bouquin. Mais ce que l'on voulait proposer, c'était initier un processus dans lequel les entreprises acceptent de rendre publique cette information, de manière qu'ensuite elles puissent, le cas échéant, être sanctionnées à la fois par les actionnaires et les consommateurs, c'est-à-dire qu'on puisse dire, voilà, vous allez dans un rayon, vous achetez un produit, vous achetez le produit d'une entreprise où l'écart de salaire est de 1 à 1000. Alors du coup, vous pouvez réfléchir et acheter le même produit vendu par la concurrente où l'écart de salaire est de 1 à 100. Et là, il peut y avoir une consommation responsable, également un investissement responsable vis-à-vis des entreprises qui ont des pratiques salariales absolument inacceptables aujourd'hui. Alors, il y a la question de la bonne échelle, et puis il y a la question de la répartition entre les salariés, entre les actionnaires et l'investissement. Alors, on a entendu des propositions récentes, je crois que c'est le président de la République qui disait 3 tiers. C'était peut-être un peu aller vite en besogne. Quelle est votre il me semble que le débat est assez piégé dans la mesure où ce que donnent les chiffres, c'est que
En gros, vous aviez une répartition 60-40 jusqu'à la fin des années 70, qui s'est déformée jusqu'à 70-30, donc 70 pour les salaires, 30 pour le capital, au milieu des années 90. Depuis le milieu des années 90, cette répartition est stable, en France en tout cas, ce qui a engendré énormément de débats entre spécialistes pour savoir si effectivement elle était restée stable ou si elle avait continué d'être déformée. Je crois que le fin mot de l'histoire, c'est qu'elle est restée stable, que 70-30, ça n'est pas, c'est trop gentil pour le capital, qu'il faudrait revenir à quelque chose d'intermédiaire entre 60-40 et 70-30. Et d'autre part, il faut attirer l'attention sur le fait que, en fait, ce partage-là ne dit pas tout de l'inégalité très importante qui aujourd'hui sévit dans la société française à cause justement des écarts salariaux. C'est-à-dire que ça n'est plus simplement la répartition de la valeur ajoutée entre le capital d'un côté et le salaire de l'autre qui dit quelque chose de l'inégalité sociale, mais c'est aussi l'échelle des salaires. Hein. Quand vous imaginez que le PDG d'une grande multinationale peut gagner jusqu'à 20 000 euros par heure, il y a quelque chose de complètement indécent. Et là, et pourtant c'est un salaire. Vous voyez, ça ne rentre pas dans la comptabilisation de la répartition de la plus-value entre salaire et capital. Et c'est là, je crois aussi, qu'il faut être très attentif à cette question. Mais ce que vous soulignez, et ce qui, dans le fond, revient depuis à la lecture de votre livre et l'échange que nous avons, c'est que d'une certaine manière, le contact avec la réalité est perdu. Différence entre l'économie réelle et les marchés, ça c'est une chose, mais le contact avec la réalité très prosaïque est perdu, et que dans le fond, si on devait traduire ça dans un langage philosophique, on pourrait dire que l'économie est tombée, ou plus exactement, représente, manifeste économiquement les traits principaux du nominalisme. Autrement dit, on valorise une conception, une construction économique, comme on valorise une construction philosophique ou un concept philosophique derrière lequel il n'y a pas de réalité. Alors, la crise économique que l'on connaît maintenant, déclenchée par les subprimes aux États-Unis, c'est pas tout à fait ça, mais n'empêche que le principe de valorisation des actions, les actions en partie n'existaient pas, les produits derrière les produits réels qui étaient derrière et qui devaient valoriser l'action a posteriori n'existaient pas, c'était a priori qu'on valorisait une activité hypothétique et sur laquelle les investisseurs se jetaient. Première réflexion, est-ce que la crise n'est pas justement d'abord une crise de rapport à la réalité ? Deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ? Dans un cadre qui est un cadre économique et qui donc veut générer du profit, de vouloir, dans ce cadre-là, ingérer des valeurs de gratuité. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe fondamental ? Est-ce qu'on peut faire ça ? C'est le paradoxe que vous soulignez quand vous dites, par exemple, que les mathématiques doivent être maintenant au service du réel et non pas au service de produits à ce point virtuels que personne ne sait plus ce qu'ils représentent. Oui. Si j'ai bien compris. Hein. Oui, tout à fait. Je réponds aux deux questions en commençant par la deuxième, la question de la gratuité. Nous, il nous semble que, d'une certaine manière, tout système économique est géré par une certaine logique d'équivalence, de réciprocité, c'est-à-dire que ce que je vous achète vaut à peu près ce que vous me donnez en retour. Bon. Mais que tout ceci n'a de sens que sur un terrain de confiance mutuelle entre les intervenants. Et que cette confiance-là, elle ne peut pas être régie par une logique d'équivalence, mais elle est régie par une logique de surabondance, pour reprendre les termes de Ricoeur. Dans la surabondance, là, il y a quelque chose de la gratuité. C'est-à-dire que le fait que nous vivions ensemble, le lien social, c'est quelque chose d'une surabondance inouïe que nous ne maîtrisons pas, qui n'est pas dictée par les marchés et qui ne vient pas de nous, dont nous ne sommes pas la source. Et je dirais comme chrétien qu'il y a quelque chose à voir avec la force de l'esprit, à mon sens. Vous voyez ? C'est dans ce sens-là, je crois que la question de la gratuité doit toujours être sous-jacente à nos réflexions d'économistes sur les logiques d'équivalence. Oui. En fond, c'est une finalité. Ce serait une finalité. Après la finalité sociale, après la finalité humaine, après la finalité ultime, c'est que le profit, que toute la machine économique débouche sur la gratuité, d'une certaine manière, ou des valeurs de gratuité. Oui ou non ? Et éviter qu'une logique économique marchande prenne le pas sur toutes les autres dimensions de l'existence. Se referme sur elle-même, comme un cercle qui tourne sur lui-même. C'est aussi éviter que Alors, pour éviter que la logique marchande devienne prédominante, vous faites un certain nombre de propositions sur la titrisation, sur le contrôle des traders et sur leur formation et sur leur rétribution. Un certain nombre de propositions également pour mieux définir les missions de la BCE. Et là, je me tourne vers Jean Boissonnat, qui a dû lire ça avec intérêt. Je ne sais pas s'il est d'accord avec les propositions que vous faites pour la réforme de la BCE. Vous savez, la Banque Centrale Européenne. Je vais partir de mon expérience personnelle. Oui, j'ai oublié de rappeler que vous aviez fait partie... Il se trouve que dans ma vie, pendant 3 ans, j'ai siégé au Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Bien. À ce Conseil de la politique monétaire de la Banque de France, on devait décider effectivement de l'évolution des taux d'intérêt de la Banque centrale. Pas une seule fois,
j'ai siégé, j'avais un mandat de 3 ans. Pas une seule fois, nous nous sommes réunis sans commencer par nous poser la question quid de l'économie dans laquelle nous sommes, des résultats qu'elle peut obtenir, de la croissance telle qu'elle est. Jamais nous avons envisagé isolément du reste le problème du taux d'intérêt vis-à-vis de l'inflation. Jamais. Alors, je ne siège pas à la Banque Centrale Européenne, mais il se trouve que je connais des gens avec qui j'ai siégé à la Banque de France, notamment Jean-Claude Trichet. Je n'imagine pas un instant que dans les discussions qu'ils ont entre eux sur le niveau pertinent auquel il faut placer les taux d'intervention de la Banque centrale, qui ne sont qu'une partie des taux d'intérêt, je le rappelle. La Banque centrale a son taux à elle, mais les taux de marché sont différents. La Banque centrale, je n'imagine pas un instant que dans les discussions qu'ils ont entre eux, ils n'examinent pas prioritairement les effets de tout cela sur la marche de l'économie, sur le taux de croissance. Alors on dit, mais c'est vrai, dans le texte qui a été voté et approuvé par les peuples, et notamment par la majorité du peuple français, à la demande de François Mitterrand, je le rappelle, ça ne figure pas. Bon, on dit la tâche prioritaire, c'est l'inflation. Mais s'imaginer que l'on peut discuter de ce problème de l'inflation sans avoir examiné la dimension de la croissance, c'est être en dehors de la réalité. Il est exclu qu'un banquier central, quelles que soient ses convictions personnelles, qu'il soit de gauche ou de droite, examine le problème de l'inflation en le séparant du problème du mouvement même et général de l'économie. Alors que l'on les réinscrive dans le texte, moi ça ne me gêne pas, parce que de fait, c'est comme ça que ça se passe. En fait, vous voyez, notre proposition est extrêmement nuancée. Elle consiste à dire que l'objectif de l'inflation devrait être généralisé non seulement à l'inflation des biens et produits de consommation, mais également à l'inflation sur les marchés financiers. Autrement dit, la BCE devrait aussi avoir pour tâche de contrôler l'éventuelle apparition d'une bulle spéculative sur les marchés financiers, ce qui aujourd'hui n'est pas sa tâche. Ensuite, on dit... Mais de fait, c'est bien une préoccupation qu'elle a, en tout cas, nécessairement. En tout cas, si je reprends le raisonnement de Jean-Claude. En tout cas, même si le diagnostic que nous proposons dans le bouquin sur la politique monétaire de Jean-Claude Trichet lui est extrêmement favorable, finalement, depuis 7 ans, la BCE a fait beaucoup mieux que la Federal Reserve aux États-Unis. Il n'empêche qu'elle n'a pas tout à fait vu ce qu'on pouvait faire pour limiter la casse à la suite de la crevaison de la bulle spéculative de 2002, 2008, 2007. Bon. Et en tout cas, elle n'a pas de mandat politique pour le faire. Donc je crois qu'il faudrait l'expliciter et dire il faut maintenant donner les moyens à la Banque centrale d'avoir un mandat pour tirer la sonnette d'alarme lorsqu'elle voit apparaître une bulle spéculative. Or, elle a les moyens de le faire. D'ailleurs, Jean-Claude Trichet lui-même avait prévenu les grands de ce monde à Davos à plusieurs reprises en disant faites attention, nous sommes sur une bulle spéculative, ça va éclater un jour. Mais comme il n'a aucun mandat sur cette question, comment voulez-vous qu'il aille plus loin, à part pousser des cris? Donc je crois qu'il faudrait lui donner les moyens d'aller plus loin. Ensuite, ce que nous disons dans la proposition, c'est que l'inflation, de fait, ne suffit pas. La question de la croissance est cruciale, en particulier d'une croissance verte. Et ça, il faut que ça devienne la priorité de la politique de la Banque centrale. Mais ça pose la question de l'indépendance de la Banque centrale vis-à-vis du politique. À partir du moment où la question de la croissance et par exemple du chômage devient votre objectif prioritaire, comment voulez-vous espérer le traiter indépendamment des débats politiques? Ça me semble extrêmement difficile. C'est pour ça qu'il faut distinguer le rôle de la Banque centrale et le rôle du gouvernement. Un gouvernement économique européen n'existe pas, mais la Banque centrale ne peut pas à elle seule assumer la totalité du gouvernement économique de l'Europe. Il faut que les autorités politiques de l'Europe décident d'une institution qui gère cet aspect-là de la question, mais n'attendons pas d'une banque centrale qu'elle soit universelle. Alors, puisque nous parlons, et ce sera ma dernière question, des autorités politiques, il y a une question qu'on est conduit à vous poser. Vous faites des propositions, qui je crois sont très intéressantes, qui sont jetées dans le débat, mais quels sont, selon vous, les bons leviers politiques pour faire aboutir, le moment venu, ces propositions? Est-ce que ce sont les gouvernements nationaux? Est-ce que ce sont les institutions internationales? Est-ce que c'est le FMI? Est-ce que c'est le G20? Comment voyez-vous les choses? Alors, je dirais que ça dépend vraiment des propositions. C'est vrai qu'une ligne directrice de l'ouvrage est de dire que l'échelon européen nous paraît crucial. Et la conclusion de ceci, c'est que la relance de la construction européenne, de la construction politique européenne, nous paraît être une étape indispensable à la sortie de la crise. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, il faut qu'on prenne conscience du fait que ces questions d'économie doivent être réglées pour nous, au moins en partie à l'échelle européenne, et que l'absence d'un gouvernement économique européen devient terrible pour nous, pour les décennies à venir. Bien, voilà. Alors on va peut-être arrêter là, parce que
On pourrait continuer très longtemps sur ces 20 propositions. Je rappelle qu'il y a quand même 375 pages que je soumets à votre lecture. Encore une fois, c'est un livre à la fois, et c'est Jean Boissonnat qui le disait tout à l'heure, technique, mais en même temps d'un abord possible, très pédagogique. Très pédagogique. 20 propositions pour réformer le capitalisme, c'est chez Flammarion. Nous marquons une pause, nous retrouvons nous retrouvons le coup de cœur du mois. C'est bientôt l'été et j'avais envie de vous proposer quelque chose de très différent cette année. Un roman, c'est celui qui m'a le plus touché et c'est D'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carrère, paru chez Paul. Alors bien sûr, ce n'est pas un roman facile. Cela nous parle de la maladie, de la mort, de la souffrance. La mort d'une petite fille, c'est intolérable, mais c'est aussi la longue maladie d'une femme qui va se battre contre la maladie, mais en vain. Emmanuel Carrère sait si bien nous toucher, avec cette écriture simple, très humaine, qui va jusqu'au cœur de la souffrance. Et puis aussi, ce qui est très très émouvant, c'est de voir un auteur entrer en compagnonnage avec ses auteurs, jusqu'à en être totalement transfiguré. Ce livre nous parle de fraternité, de souffrance, de maladie, mais aussi de combat, le combat qui fait le prix de la vie. Voilà tout ce qui m'a touchée, avec cette galerie de personnages absolument formidable, qu'on a tellement envie d'aimer. Alors peut-être que comme moi, lorsque vous refermerez ces pages, vous vous direz « Oui, nous sommes bien tous frères en humanité, et c'est bien ainsi ». Voilà, nous changeons tout à fait de sujet pour parler de liturgie avec l'ouvrage de Grégory Solari, « Les raisons de la liturgie ». D'emblée, j'ai l'impression qu'il y a une ambiguïté dans votre livre, vous allez peut-être la dissiper. Est-ce que c'est une réflexion, au fond, anthropologique et théologique sur le rôle de la liturgie et sur le rôle du rite dans le rapport de l'homme à la transcendance, ou est-ce que c'est un peu déguisé, un plaidoyer pour la liturgie tridentine? Non, c'est vraiment un rapport, une réflexion que j'essaie d'être de fond sur le rapport de l'homme à la transcendance, le rapport de la raison et du cœur à la transcendance par le biais de la liturgie et de ses formes, telles que l'Église nous l'a donnée et telles que nous l'avons aujourd'hui. Forme qui est double dans l'Église latine depuis Benoît XVI, forme extraordinaire pour le rite dit tridentin et forme ordinaire pour la messe commune de Paul VI. Alors je vous ai posé cette question parce que vous avez une trajectoire personnelle, vous venez du protestantisme et vous avez rencontré la liturgie tridentine. Alors rappelons, c'est pour faire vite, c'est la liturgie de Saint Pie V, la messe en latin, dans les formes qui étaient pratiquées jusqu'avant le Concile. Et vous avez rencontré... Oui, c'est ça, non? Il y a eu la messe du Concile, la messe du bienheureux Jean XXIII, comme Benoît XVI nous invite à l'appeler aujourd'hui. Elle a connu un développement après le Concile, entre 1965 et 1969. Oui, d'accord. Avec des variations, un peu vite. Mais qui sont importantes quand même. D'accord. Donc vous avez rencontré cette liturgie à travers une communauté. Et c'est au fond ce qui vous a conduit à passer du protestantisme au catholicisme. J'ai découvert l'Église à travers la liturgie, en fait. Et le paradoxe, en fait, c'était de découvrir l'Église d'aujourd'hui, l'Église du Concile Vatican II, à travers une forme liturgique qui était perçue alors, je m'en suis rendu compte, parce que je ne connaissais rien des querelles liturgiques qui divisaient les catholiques, qui m'a amené une forme qui était considérée comme préconciliaire, réactionnaire, en tout cas décalée et passée par rapport à ce qui se vivait autour de moi. Or moi, venant du protestantisme, et connaissant du culte qu'on rendait à Dieu que la prédication, quand on m'invitait dans des mariages ou dans des enterrements catholiques, je voyais des choses qui ressemblaient beaucoup à des cultes, avec une différence, c'est que les pasteurs alors avaient une force de prédication du Christ extraordinaire, et que ce que je voyais prêcher dans les célébrations catholiques était beaucoup trop social et beaucoup trop humanitaire, pour que ça déclenche en moi le désir de changer, pour que je voie l'Église, tout simplement. Parce que vous avez le sentiment qu'il y a un retour de balancier, c'est-à-dire que l'Église a été très focalisée sur des dimensions sociales et qu'aujourd'hui, elle serait davantage focalisée sur une fonction d'adoration. Je crois que, d'abord, je suis trop jeune pour juger ce qui était vécu auparavant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je crois qu'ayant lu ce que ceux qui ont vécu ces choses-là ont dit, il y avait un excès, on va dire, de théologique, entre guillemets, dans la manière de célébrer la forme tridentine auparavant, une forme de monophysisme liturgique qui faisait fi, dans le fond, de l'Assemblée. Donc, tout au latin, y compris les lectures. Et c'est un travers qu'on redécouvre aujourd'hui, hélas, dans certaines fraternités traditionnalistes qui pensent qu'il faut tout remettre à jour, sauf la langue française.
Bon, ça c'est une chose. Le retour de balancier, le phénomène de compensation, ça a été en fait dans cet excès, pour le coup, de gratuité dans la liturgie, qui faisait fi de l'homme, de mettre plus de prosaïque, plus de pastoral, on va dire, et c'était tout à fait légitime, et il fallait le faire. Mais simplement, la chose s'est faite, me semble-t-il, d'une manière si brutale, que le balancier est parti totalement du côté du pastoral. On a compris la participation active d'une manière uniquement gestuelle, etc. Maintenant, avec le temps, avec les générations qui passent, avec un plus grand calme et une plus grande paix dans l'Église, Benoît XVI nous invite à d'abord réfléchir à ce qu'est la liturgie, d'abord et avant tout, de la vivre intérieurement, dans la prière, et ensuite de voir comment les deux communautés catholiques, la majoritaire, donc la forme ordinaire et l'extraordinaire, peuvent coexister ensemble pour un jour peut-être donner naissance, on va dire d'une manière peut-être audacieuse, à ce que le Concile a vraiment voulu. Parce que vous pensez qu'il y a eu une mésinterprétation du Concile. C'est pas moi qui le dis, c'est le Benoît XVI dans son discours d'ouverture en décembre 2005, discours à la curie romaine. Vous avez le sentiment, en tout cas le pape a le sentiment, vous en êtes là le porte-parole, si j'ai bien compris, que le Concile a été vécu comme une rupture, vous dites une herméneutique de rupture, alors qu'il fallait une herméneutique de continuité. Le propre d'un concile œcuménique et le propre de la dogmatique et de la doctrine catholique, c'est de se développer de manière homogène dans sa formulation, et puis d'une manière homogène également dans son expression formelle dans la liturgie. On constate que s'il n'y a pas de variation doctrinale, il y a une variation dans l'expression des formes liturgiques, et comme il y a un lien intrinsèque entre la forme liturgique et la forme doctrinale, par conséquent, ces modifications de gestualité ont provoqué le sentiment que le Concile ait marqué une rupture vis-à-vis de ce qui avait été vécu auparavant. Pour corriger cette herméneutique de rupture, Benoît XVI a pensé qu'une des manières de le faire était de montrer que ce qui avait été fait auparavant était toujours valide et valable dans l'Église aujourd'hui. Et donc, il a décidé de rendre à nouveau visible le missel tridentin. Voilà, alors donc c'est dans ce contexte que se publie ce livre sur les raisons de la liturgie. L'actualité, c'est le motu proprio donc de Benoît XVI, libéralisant l'usage de la messe tridentine, qui était déjà possible avant, mais qui maintenant peut se faire sans l'autorisation de l'évêque, si je comprends bien. Oui. Alors moi, je vous pose la question, est-ce que cette décision permet de résoudre une crise, ou est-ce que cette décision est facteur de crise dans l'Église? Vous êtes tous concernés, alors. Oui, moi, je veux bien dire mon sentiment. Je suis complètement incompétent dans ce domaine. La liturgie, il y a deux approches de la liturgie pour le chrétien de base. Je ne parle pas pour le savant. Il y a une approche décorative, c'est le décor de ma foi. Et puis, il y a une approche spirituelle. La liturgie est partie intégrante de ma foi. Et beaucoup de catholiques, de par le monde, vivent comme le décor de ma foi. Et évidemment, l'idée que je me fais du décor de ma foi n'a pas la même implication que l'idée que je peux me faire de la liturgie, c'est ma foi. Parce que dans l'Église catholique, et elle se singularise par ça, on a construit la liturgie autour de ce que le Christ a fait, c'est-à-dire lorsqu'il a institué l'Eucharistie. La liturgie n'a pas d'autre but que de faire comprendre, de faire pénétrer le message spirituel que le Christ nous a adressé lorsqu'il a institué la communion. Et donc, de ce point de vue, je trouve que ce qui s'est passé dans l'Église n'est pas reçu de la même manière selon que l'on voit le décor ou selon qui va être très lié, lui, à la culture du moment. Vous n'allez pas mettre le même papier peint dans votre salle à manger en l'an 2000 qu'en l'an 1900. Parce que le décor est lié à la culture de l'époque. Donc si la liturgie est un décor, évidemment, on va changer le papier peint, on va changer tout ça. Mais si la liturgie, c'est l'expression finale de ma foi, c'est-à-dire que vraiment, c'est là que... mais est-ce que nous a bien enseigné ça? Est-ce que nous a bien... Alors à ce moment-là, le décor est non pas secondaire, mais c'est autre chose. Et il me semble que derrière les propos de Benoît XVI, moi ce que je ressens, c'est qu'il nous dit « n'oubliez pas ce qui est fondamental là-dedans ». Au fond, il nous dit « le fondamental, ce n'est pas que la messe soit en latin ou en français. Le fondamental, c'est quand le prêtre consacre l'hostie ».
C'est absolument... Non, il n'y a pas de dichotomie entre notre vie intérieure et notre vie spirituelle et ce qui se vit pour le prêtre ou pour les fidèles ou pour nous tous lors de la célébration liturgique. Bien au contraire, il y a une interaction fondamentale qui est, à mon avis, le sens profond de ce qu'on appelle la participation active. Autrement dit, la liturgie n'a pas d'autre but que de nous ramener au maître intérieur, qui est le Christ, qui est en nous. Elle nous y ramène et elle nous réveille. Elle réveille notre conscience à cette présence du Christ en nous. Je crois que c'est ça, le rôle des formes liturgiques. Maintenant, il faut qu'il y ait des formes. S'il n'y a pas de forme, vous ne voyez rien. Si vous voyez un prêtre qui célèbre et qui se met lui en avant, vous verrez d'abord le prêtre, vous ne verrez pas le Christ. Je crois que le souci principal de Benoît XVI et de tous les acteurs du mouvement liturgique, parce qu'il en a fait partie, c'est justement de rendre attentifs les catholiques que cet accès au Christ passe par des formes culturelles et cultuelles, les deux sont indissociablement liés, et que ces formes, même si l'Église a puisé dans des formes culturelles passées, elle a toujours puisé l'essentiel, qui demeure gardé dans la liturgie, et qui les garde vivantes, non pas comme des reliques du passé, mais comme des témoins de l'amour, en fait. Gaëtan Giraud. Oui, Gaël Giraud. J'aurais voulu juste revenir sur le débat herméneutique de la rupture et herméneutique de la continuité, parce qu'il pourrait laisser croire qu'il y a d'un côté ceux qui voudraient absolument comprendre Vatican II comme faisant une rupture radicale et faisant table rase du passé, et ceux qui diraient non, en fait la tradition catholique, ça consiste à perpétuer ce qui a toujours été. Je crois que ces deux positions sont aussi fausses l'une que l'autre. J'aurais tendance à dire personnellement que la tradition catholique vivante, c'est la tradition qui nous a été léguée par le Christ, à savoir doser dans l'esprit la rupture. Je ne crois pas qu'on puisse dire la tradition catholique, ça consiste à perpétuer ce qui a toujours été, parce qu'en fait, à ce moment-là, on cache derrière ce qui a toujours été, à mon sens, quelque chose d'assez imaginaire. Et je crois qu'il faut se reporter au geste du Christ lui-même. Le Christ, quand il institue l'Eucharistie, est déjà en rupture par rapport à la fête de Shavuot ou à la fête de la Pécha, dans laquelle il s'inscrit néanmoins. Il s'inscrit dans une certaine tradition, et en même temps, par rapport à cette tradition, il institue une certaine rupture. Même chose vis-à-vis du Shabbat. Il respecte en partie le Shabbat, tout en violant le Shabbat en même temps. Vous voyez, donc il y a ce jeu, cette dialectique entre la tradition et la rupture qui me semble indispensable. Être fidèle comme catholique, c'est aussi oser être en rupture par rapport à un certain imaginaire de la tradition. Et juste pour rebondir par rapport à ça, c'est en ce sens-là très paradoxal que le motu proprio est pour moi un acte hautement conciliaire. Parce que c'est précisément par un acte qui est en apparence un acte de rupture par rapport à une lecture unilatérale du Concile, qui le voulait comme rupture, que Benoît XVI le montre, au contraire, dans la continuité de la tradition de l'Église. Et donc c'est en ce sens-là où je suis entièrement d'accord avec vous, c'est par un acte apparent de rupture, le motu proprio, que le Saint-Père veut montrer que le Concile Vatican II est hautement traditionnel, par le biais du retour de la visibilité de la forme tridentine. Est-ce qu'il n'y a pas une autre signification au motu proprio, plus politique, pardonnez-moi, mais qui est de lever un préalable nécessaire à la résorption d'un schisme avec la partie intégriste qui a quitté l'Église. À mon avis, c'est une grille de lecture réductrice, parce que même si Benoît XVI, une grille de lecture un peu réductrice, on peut la comprendre. On peut la comprendre. Oui, parce que tout simplement, Benoît XVI, le cardinal Ratzinger, était l'interlocuteur privilégié des lefévristes en 88, et que le schisme de Monseigneur Lefebvre, Joseph Ratzinger l'a pris, excusez-moi du terme, en pleine figure, alors que les décrets étaient signés, etc., et qu'il l'a quand même gardé en lui, sachant, en historien de l'Église tel qu'il l'est, le mal que fait un schisme dans l'Église, mal spirituel, qui n'est pas simplement quantifiable en termes de séparation d'un corps, qui d'ailleurs en termes de quantité n'est pas très important. Mais ça n'a pas été, je crois, le premier moteur du motu proprio. Benoît XVI est d'abord lui-même, il l'a dit dans son autobiographie, un homme liturgique. C'est un homme qui est baigné par, il l'a appelé l'esprit de la liturgie, beaucoup plus que Jean-Paul II d'une certaine manière. Et l'attachement de Benoît XVI à la liturgie n'est pas un attachement au passé, c'est un attachement... Dans votre livre, vous soulignez quand même la nostalgie de Benoît XVI pour une forme liturgique. Il a la nostalgie d'une ambiance qui a disparu dans un monde... Mais qu'est-ce que vous appelez une ambiance ? Une ambiance culturelle et cultuelle qui a disparu. Ça, c'est indéniable, il l'a. Mais il l'a pourquoi ? Parce que c'est un Allemand de Bavière. Et moi qui viens de Suisse romande, je peux vous dire que ce sont des choses que l'on porte en soi, un catholicisme beaucoup plus enraciné, beaucoup plus intégré dans la dévotion populaire, chose que je pense qu'en France, la France y est moins sensible, pour des raisons... J'ai mal à comprendre, parce que si on reprend les formes de culture qu'évoquait tout à l'heure Jean Boissonnat, si j'avais bien compris, moi, la réforme liturgique
du Vatican, ou post-vaticanesque, c'était précisément de retrouver une dimension collective, une dimension d'enracinement. Or, vous me dites, la nostalgie de Benoît XVI, c'est précisément des formes qui n'existent plus. Je pense que la réforme liturgique de Vatican II voulait redonner le sens de la communion, qui est un élément fondamental de l'ecclésiologie, qui avait été perdu. Il y avait une pratique, une piété individualiste extrêmement marquée. On récitait le chapelet pendant la célébration de la messe, que l'on n'écoutait pas, on communiait ou on communiait pas. Le Concile a voulu redonner aux catholiques ce sens de la communion. Et on peut comprendre qu'avec les catégories qui étaient celles des années 60 et 70, ce sentiment de la communion, cette manifestation de la communion, n'ait pas pu se traduire autrement que par des gestes très prosaïques, comme le baiser de paix, qui est par ailleurs un serment de main, etc. Ce que Benoît XVI a voulu faire dans ses livres, et maintenant en tant que pape, c'est, en insistant sur la rationalité profonde de l'acte liturgique, qui touche à la fois à la raison, et qui touche une raison qui est également une raison cordiale, donc raison et cœur, indissociablement. Réouvrir, on va dire, l'intelligence et la sensibilité catholique, d'abord à la manifestation de la transcendance à travers des formes, dans un monde comme le nôtre, sécularisé, où la ritualité n'est plus quelque chose que nous connaissons dans notre manière d'être et de parler tous les jours. Ça ne va plus de soi, donc c'est la première chose. Donc c'est la mission pédagogique de la liturgie, quelles que soient ses formes, je dirais, que ce soit les formes byzantines, les formes latines, etc. Puis ensuite, à l'intérieur de cette redécouverte, pour répondre à votre question liée à la culture, non pas ressusciter des cultures locales qui étaient plus ou moins encore en osmose avec la pratique liturgique, mais pour l'Europe, d'une manière générale. On a appelé Benoît XVI le grand pape européen. Réouvrir à nous, catholiques occidentaux, l'intelligence de notre mémoire culturelle, dont la matrice principale a été, pendant près de 15 siècles, ce qu'on appelle la forme tridentine, qui existait déjà pendant le Concile de Trente. Donc, à la fois une action sur une réouverture de la rationalité et un nouvel accès aux formes culturelles qui sont quasiment incompréhensibles si on ne les resitue pas dans leur cadre liturgique. Oui, pardon. Le rituel de Saint Pie V n'a pas 15 siècles d'âge. Le rituel de Saint Pie V existait avant la codification de Saint Pie V. C'est la messe romaine qui a été revue dans le sanctoral uniquement, mais dans l'ordo de la messe, il n'y a quasiment pas eu d'intervention de Saint Pie V. Non, mais moi, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai l'impression quand même que les rites ont évolué au fil des siècles et que le Concile de Trente lui-même a aboli un certain nombre de rites. D'ailleurs, vous le dites dans votre livre. Bien sûr. Ensuite, je suis étonné que vous puissiez dire que Jean-Paul II aurait été moins sensible à la liturgie que Benoît XVI. Pourquoi ? Il est moins sensible à la forme tridentine. Moi, je dirais que Jean-Paul II était profondément un pasteur, Benoît XVI est plutôt un universitaire. Comment vous vous fondez pour... Je ne crois pas qu'on puisse dire que Benoît XVI est un universitaire quand on le voit aujourd'hui. Il est autant pasteur qu'universitaire. Et Jean-Paul II était autant universitaire que pasteur. L'un est plus philosophe, l'autre plus théologien. Je ne vois pas comment on peut en déduire qu'un est plus sensible à la liturgie que l'autre. Je dirais que le temps n'était pas encore venu pour l'Église catholique, compte tenu des ruptures qui étaient celles et qui étaient encore à fleur de peau sous le pontificat de Jean-Paul II. Le temps n'était pas venu de poser à nouveau la question de la liturgie. Question qui est très conflictuelle en France, par ailleurs, qu'il est beaucoup moins aux États-Unis, en Italie ou en Espagne. Alors, question qui est très conflictuelle en France, qui paraît, pardonnez-moi, mais un peu secondaire par rapport à beaucoup d'autres problèmes qui se posent à l'Église aujourd'hui, me semble-t-il. Enfin, on peut se poser la question. Néanmoins, si on reste sur la question liturgique, comment est-ce que vous imaginez, puisque vous l'évoquez en filigrane, la dialectique ou la réforme réciproque entre la forme tridentine et la forme actuelle? Bon, d'abord, il n'y a pas de dialectique, il n'y a pas d'opposition fondamentale. Il y a plus exactement des tempéraments liturgiques. Et là, on voit de nouveau l'impact que les formes liturgiques, que les formes tout court ont sur l'homme, sur sa manière d'accéder à la transcendance, de se représenter cette transcendance. Donc il y a plus un creuset, qui est un creuset plus communautaire et social. Le père Cassine-Génard, qui est un théologien liturgiste, parle, lui, d'une forme augustinienne qui a inspiré la messe de Paul VI. Et il parle d'une dimension plus dionysienne, plus théocentrique dans la forme tridentine, qui s'inspire plus dans sa génétique des formes byzantines.
Les deux ne s'opposent pas, les deux sont possibles. L'enjeu, le défi, l'aventure que Benoît XVI nous propose, c'est de coexister ensemble en nous comprenant pour tourner nos regards vers l'essentiel, parce que je crois qu'il n'y a rien de plus important que l'adoration à Dieu, intérieure et personnelle, mais communautaire et liturgique aussi. Benoît XVI nous rappelle constamment que tous les vrais problèmes trouveront leur solution avec le travail des hommes, avec leur réflexion, mais si ce regard intérieur est tourné vers Dieu. Alors, dernier mot à Cécile Renoir qui voulait intervenir sur ce sujet. Oui, moi je n'opposerai pas la liturgie et l'engagement social, par exemple. Il me semble que le cœur de la foi chrétienne, c'est bien de penser ensemble la relation à Dieu et la relation à Dieu à travers mon frère et directement à l'égard de l'autre, et notamment des plus petits. Et donc là, pour reprendre une expression ou une analyse qu'avait fait Timothy Radcliffe, je crois, alors qu'il était général des Dominicains, il disait que même dans son ordre, il pouvait percevoir deux types de sensibilité. Une sensibilité qu'il appelait celle de la communion et l'autre du royaume. C'est dire, en un sens, alors il le disait de manière très positive, et après on voit bien qu'il y a toujours un peu un risque d'un côté comme de l'autre. Disons, la communion, c'est se centrer sur la communauté, et peut-être que là, l'expression liturgique, notamment avec la forme de l'adoration, trouve un épanouissement plus grand, et en même temps, le risque, ce serait de verser dans le sectarisme ou dans le repli identitaire. Et il me semble que c'est quand même un danger à l'heure actuelle dans la manière de concevoir le rapport de l'Église au monde. Et c'est pour cela que je trouve aussi très important de lier cette spiritualité de la communion à une spiritualité du royaume qui nous envoie vers d'autres hommes et femmes de bonne volonté qui cherchent à construire un monde plus juste. Je vous propose de conclure notre réflexion sur votre ouvrage par cette motion de synthèse, si vous le permettez. Je rappelle donc le titre de votre livre, Grégory Solari, « Les raisons de la liturgie ». C'est publié aux éditions de l'œuvre spirituelle, édition que vous connaissez bien, puisque vous les avez créées et que vous les dirigez, non, je ne me trompe pas? Je dirige les éditions Ad Solem. Ad Solem. Voilà. Ah pardon, oui, je me trompe d'édition. Enfin, vous êtes éditeur en même temps qu'écrivain. Voilà, on marque une pause et on retrouve tout de suite le portrait de l'auteur du mois par Jean-François Rode. Cette très belle plaquette qu'Éloi Leclerc consacre à Sainte Jeanne Jugan, fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres, nous permet de souligner l'importance de son œuvre. Franciscain, Éloi Leclerc est d'abord un maître très sûr pour nous introduire à la personne et à la spiritualité de François d'Assise. En particulier avec cette très belle synthèse, Saint François d'Assise, le retour à l'Évangile, ou encore son livre le plus connu, Sagesse d'un pauvre. Dans ce livre, Éloi Leclerc décrit l'expérience spirituelle de François au moment d'une grande crise de l'ordre franciscain naissant, au moment où François semble dépossédé de son œuvre. Et cette expérience de dépouillement radical conduit François à la joie parfaite de l'identification au Christ crucifié. Ce livre est un chef-d'œuvre. Il a nourri de nombreuses générations et il continue de le faire aujourd'hui. Éloi Leclerc a vécu une expérience personnelle analogue qu'il décrit au début de son livre « Le royaume caché ». À 20 ans, il a été plongé dans l'enfer des camps de concentration nazis et il a vécu jusqu'à l'angoisse, le silence de Dieu, l'absence de Dieu. Et il avoue qu'il a dû relire les évangiles, comme il le dit, à la lumière sinistre des fours crématoires. Ce chemin de relecture a été pour lui un approfondissement et une découverte en fait en profondeur du mystère pascal. Le message essentiel d'Éloi Leclerc en fait est bien résumé dans un de ses derniers livres, Le royaume révélé aux petits. Le disciple du Christ doit nécessairement passer par un chemin de conversion du regard et du cœur pour comprendre que c'est au moment de la passion, dans la lumière sombre de la passion, que l'on peut voir vraiment la grandeur de Dieu, la grandeur de l'amour de Dieu. Ce livre est magnifique de simplicité, de pureté, de profondeur épurée. C'est vraiment le fruit de toute une vie qui nous met au cœur de l'Évangile. Jean Boissonnat, vous êtes journaliste économique, La Croix, l'Expansion, Europe 1. Je crois que tout le monde vous a entendu, vous a écouté, et notamment vos chroniques qui étaient des petits chefs-d'œuvre
pendant 20 ans, chaque matin, sur Europe 1. Et puis vous avez, vous l'évoquiez tout à l'heure, participé au Conseil de la politique monétaire, à l'époque où Jean-Claude Trichet était gouverneur de la Banque de France. Absolument. Alors vous êtes né en 1929, donc, contrairement à ce que vous racontez, vous n'avez pas 100 ans. C'est pour ça que mon livre s'appelle 2029. Comment? Le livre s'appelle 2029. 2029, oui, pas absolument. 2009. J'entends bien. Et c'est justement le clin d'œil où comment j'ai traversé 3 siècles en 100 ans. Et vous liez à la fois votre histoire personnelle et l'histoire des décennies que vous avez traversées. Alors on va faire ce cheminement, on va raconter cette histoire. 1929, votre naissance, et vous dites c'est une chance 1929, parce que finalement c'était, pour ceux qui sont nés à cette époque, dans les années 30, ça a été béni, choyé par l'histoire. C'est une très grande chance parce que nous n'avons pas fait la Première Guerre mondiale, nous étions encore trop jeunes pour faire la Deuxième Guerre mondiale, et nous n'étions pas encore salariés quand il y a eu le grand chômage des années 30. Il n'y a pas de génération qui a été plus avantagée que la nôtre. Et donc nous ne pouvons pas voir d'un œil triste ce qui se passe, parce qu'on est descendu au fond du trou et on en est sorti. Moi je me rappelle très bien de ce qui se racontait à la table de la famille. J'étais élevé dans ma famille d'ouvriers parisiens. Et de quoi parlait-on? On parlait des dégâts de la guerre, on parlait des dégâts du chômage. Dans les années 30, le chômage n'était pas indemnisé. Dans ma famille, mon père ne touchait pas d'indemnisation de chômage quand il a été au chômage au milieu des années 30. Et donc, nous étions vraiment là, nous vivions, mais nous vivions comme tout le monde. Nous n'étions pas, comme on dirait aujourd'hui, des exclus. On était complètement inclus dans la société. Nous étions la société. La société était en chômage. Alors même si on ne les comptabilisait pas, puisque comme on ne les indemnisait pas, c'était pas utile de les comptabiliser. Mais c'était toute la société qui vivait comme ça. Et puis j'ai vécu 1940, j'étais à Paris lorsque les premières troupes allemandes sont arrivées, en face chez moi, à Montmartre, là, dans le bas Montmartre, près de la porte Clignancourt, je voyais défiler des soldats allemands dont on m'avait dit c'est des boches, c'est des violeurs, c'est des voleurs, c'est des tueurs, etc. Donc l'enfant que j'étais voyait le mal gagner. C'était le triomphe du mal. Donc j'ai été élevé là-dedans. Et puis il y a eu la guerre, les privations de la guerre, et puis ensuite la libération de Paris. Mais la libération de Paris, c'est pour les Parisiens, la libération de Paris, c'est la fin de la guerre. La guerre a encore duré, et mon frère en sait quelque chose, puisqu'il s'est engagé pendant la libération de Paris dans la division Leclerc et qu'il a perdu un bras après. Mais pour nous, la guerre était terminée par la libération de Paris, mais nous savions que nous l'avions perdue, que nous, pas nous individuellement, mais que la collectivité France sortait de cette guerre humiliée, vaincue, appauvrie. Donc nous avons à ce moment-là pris conscience de ce qu'il fallait tout reconstruire. Et toute la population de la France, quels que soient ses niveaux, vous parliez tout à l'heure de 1 à 3 000 dans les rémunérations, mais depuis le manœuvre jusqu'au grand patron, savait qu'il fallait s'atteler à quelque chose qui était la reconstruction intégrale d'un pays, pas simplement matérielle, mais morale, spirituelle d'un pays. Et donc j'ai vécu ça, 2e siècle. Et puis nous sommes entrés dans un 3e siècle, complètement différent des deux autres, où la société globalement est en train de changer. Et elle a commencé à changer dans les années 60, et puis le communisme s'est effondré dans les années 80, et nous sommes entrés dans un siècle qui est encore indéchiffrable. Nous l'avons vu tout à l'heure en regardant les autres livres. Et dans ce siècle indéchiffrable, que j'appelle le siècle de l'Apocalypse, mais au sens littéral du terme, c'est-à-dire au sens où quelque chose de nouveau est en train de naître, dont on ne sait pas trop ce qu'il sera, que nous ne pouvons pas définir avec clarté. Et donc, j'ai vécu 3 siècles complètement différents. Alors, vous avez traversé ces 3 siècles, le siècle du chaos, le siècle de la reconstruction, le siècle de l'apocalypse, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Celui-là, je ne l'ai pas encore traversé. Non, vous l'avez abordé, disons. Voilà. Nous sommes sur les rivages. Comme journaliste, et vous dites c'est le plus beau métier du monde, hormis celui de chef d'orchestre. Ah oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, c'est la même chose, mais chef d'orchestre, c'est la catégorie du dessus. Imaginez, non mais c'est déchiffrer le monde. Non mais c'est très simple à comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre de Mozart? Pour le vulgum pecus, et y compris pour moi,
c'est des taches noires et blanches sur du papier. Si je n'ai pas un chef d'orchestre qui me fait entendre l'œuvre, je n'en sais rien. Elle existe pourtant. Matériellement, elle est là. Mozart a tout son génie, mais elle n'existe pas pour moi. Elle n'existe que si le chef d'orchestre et son orchestre me délivrent le message. Donc, et le journaliste, c'est la même chose, mais à la catégorie d'en dessous. Nous regardons ce qui se passe autour de nous. Ce que nous croyons en avoir compris, nous l'explicitons dans un langage intelligible. Donc, comme dirait Valérie, tout ce qui est simple est faux, mais tout ce qui est compliqué est inutile. Donc, je choisis la simplicité. Et les gens qui m'écoutent, s'ils prennent plaisir à m'écouter ou intérêt à m'écouter, se sentent un peu moins perdus, de même que je ne suis moins perdu quand j'entends un orchestre que quand je lis une partition de Mozart. C'est le même métier, mais à un niveau inférieur. Donc, je dis que c'est le plus beau métier du monde, car il n'y a rien de plus stimulant que de se dire « je vais permettre à ceux qui m'entourent de se sentir un tout petit peu moins perdu dans un univers que personne ne déchiffre complètement. » Alors vous avez traversé ces périodes avec, pour viatique, 3 citations. Ouais. La première citation, vous l'empruntez à Dostoïevski, c'est « Il n'y a rien de plus séduisant pour l'homme que les libres arbitres, et rien de plus douloureux. » Oui, Dostoïevski veut dire par là qu'il n'est pas sûr, enfin c'est dans les frères Karamazov, oui. Et évidemment c'est le méchant qui est en train de dire, ou gentil, hein, qui est en train de lui dire « Ah, mais si, en gros, ramené au problème d'aujourd'hui, si vous avez à choisir entre la liberté et la prospérité, vous choisirez la prospérité contre la liberté. » C'est ça qu'il veut dire Dostoïevski à travers ça. Et je ne suis pas sûr que ce ne soit pas vrai. Hein. Donc ça c'est Dostoïevski, oui. Autre citation, cette fois-ci c'est Bernanos, c'est tiré des Grands cimetières sous la lune. Oui, la préface. Compagnons, inconnus, vieux frères, nous arriverons un jour ensemble aux portes du royaume. Oui, alors c'est l'enfant qui sauve l'adulte, n'est-ce pas? Donc il dit voilà, on a fait des tas de bêtises dans la vie, mais il y a un être en nous-mêmes qui est l'enfant que nous avons été, que nous ne sommes plus complètement, mais que nous avons été, et c'est lui qui, le premier, rentrera dans le royaume devant les troupes un peu fatiguées. Et je trouve qu'il y a là... D'abord, c'est tout Bernanos, hein, cette espèce de pessimisme heureux. Hein, c'est très rare de savoir, comme Bernanos, marier la vision un peu négative de l'homme et de l'humanité avec l'espoir et l'espérance. Et lui, il a trouvé dans ses livres, et à mon avis, on devrait lire Bernanos aujourd'hui, où tout le monde décrit un monde épouvantable. Je crois qu'on le relira. Il y a eu... Et puis en plus, c'est un style prodigieux. Enfin, je veux dire. Et puis il y a des personnages là-dedans tout à fait extraordinaires. Donc Bernanos, il nous dit ça. Oui, bien sûr, oui. Non, mais j'aime bien chez lui cette espèce de lucidité rude et en même temps d'espérance. Alors, dernier viatique, dernière citation, vous l'empruntez à Thomas More. Oui. Alors c'est une prière. Alors je ne vais pas la lire en entier. J'en donne un petit passage. « Donne-moi, Seigneur, l'humour pour que je tire quelque bonheur de cette vie et en fasse profiter les autres. » Voilà. Et alors il dit, tout de suite avant ça, il dit, en gros je résume, « Protège-moi contre ce personnage très encombrant qui s'appelle moi. » Ouais. Et je crois que ça, c'est une prière qui me touche. Alors elle n'a pas la même ambition intellectuelle que les deux autres citations, mais je trouve qu'elle est bien à notre dimension, hein, dans la vie telle que nous la traversons. C'est bien ça. Hein, donne-moi de l'humour. Donne-moi l'humour. Alors, les Français ont du mal à comprendre ça. Heureusement, il faut que ce soit un Britannique qui nous ait dit ça. Et puis c'est peut-être une règle de modestie qui est importante pour le métier de journaliste. Oui, mais le journaliste, il a ceci de particulier que même les règles de modestie, il arrive à en faire, à s'exalter lui-même à travers les règles de modestie. C'est le piège de notre métier, ça. Hein? Alors, je viens au siècle du chaos, puisqu'on a beaucoup parlé de crise. Oui. Le krach de 29. Vous racontez que le krach de 29, quand on est en France, on en est encore loin. Ah oui, il ne se passe rien en France. En France, on exalte encore la grandeur de la France, la chance de la France, jusqu'en 1931, où là, on dit encore, regardez ces Anglais minables qui laissent la livre s'effondrer, nous, le franc, etc., hein, on a tout faux, hein, on a absolument tout faux, mais on peut lire tous les journaux français de l'époque,
c'est ça. On se croyait invulnérable. On était encore sur le nuage de la victoire à la Grande Guerre, sur le fait que nous étions à la tête d'un empire de 80 millions d'habitants. C'est-à-dire que notre empire doublait notre force démographique. La France faisait 40 millions d'habitants et avec l'empire 80 millions. Donc nous vivions dans cette illusion et c'est cette illusion qui s'est effondrée dans les années 30, mais pas du tout en 1929. Tout à fait exact. Et vous faites non pas 20 propositions, mais une proposition essentielle par rapport aux crises. Vous dites les remèdes appliqués à contre-temps peuvent être pires que le mal. Oui, c'est ce qu'on a fait dans les années 30. Hein, je m'en rappelle, c'était d'ailleurs Laval, je crois, qui disait il faut baisser les salaires. Et quand je revois ça aujourd'hui, je dis attention, on n'a pas refait les mêmes bêtises que dans les années 30 sur d'autres terrains, mais là c'est la bêtise à ne pas faire. Pas simplement pour éviter que les syndicats fassent des manifestations, mais parce que c'est absurde. Parce qu'il faut pas baisser les salaires dans les périodes de crise. On a déjà du mal à avoir de la consommation. Donc alors il faut pas non plus les faire exploser, mais il faut veiller à ça. Et on a cru qu'à ce moment-là, c'était en baissant les salaires qu'on allait rétablir l'équilibre. Alors autre erreur que vous soulignez, mais qui m'a un peu surpris à propos du Front populaire, vous critiquez la réduction du temps de travail, déjà les 40 heures et les congés payés. Oui, parce que c'était à contre-temps dans une période où la démographie s'affaiblissait, la France perdait de la population, et on a freiné la reprise en France, alors qu'elle était beaucoup plus forte en Allemagne. On a freiné la reprise en France en bloquant, en faisant la semaine de 40 heures et les congés payés, non pas en soi qui était une mauvaise réforme, mais qui tombait à un mauvais moment dans le processus d'évolution de l'économie d'avant la guerre. Donc effectivement, c'était une erreur à ce moment-là, mais ce n'était pas une erreur en soi. C'était une erreur à ce moment-là. Vous n'êtes pas encore journaliste, mais vous l'avez rencontré plus tard, enfin vous l'avez côtoyé plus tard, vous ne l'avez pas rencontré, vraiment c'est De Gaulle. Et De Gaulle, vous dites... je lui ai serré la main une seule fois, ça m'a laissé un souvenir incroyable. Une main molle. La main toute molle, il vous disait comme ça, il ne vous regardait pas. Je dis comment cet homme, qui pour moi était l'incarnation de la solidité, de la vigueur, était comme ça. Alors je n'ai pas d'explication à ça d'ailleurs. Il ne ressemble pas à l'image que j'en ai. Voilà, ce n'était pas du tout l'image que j'en avais. Oui, mais c'est l'image qui avait raison. Ce n'était pas sa main molle, c'était mon image qui avait raison. Sa main molle n'était que la traduction d'un comportement ponctuel dû à je ne sais quelle caractéristique physique que j'ignore. Vous avez traversé la guerre adolescent, presque jeune homme, puisque... Oui, j'ai traversé la guerre, c'est très simple, entre l'âge de 10 ans et l'âge de 15 ans. Voilà. Et vous dites, mais c'est peut-être a posteriori que vous vous êtes posé cette question, ça reste une énigme, dites-vous, pour moi, comment un peuple cultivé, un peuple de musiciens, je sais que vous adorez un peuple allemand, oui. la musique, a pu partir dans une telle dérive sous la houlette de Hitler. Oui, et c'est la raison pour laquelle j'ai imaginé ce dialogue entre Hitler et Helmut Kohl, qui est une des illustrations de ce petit livre. Il y a trois dialogues imaginaires comme ça entre Staline et Jean-Paul II et entre le diable et le bon Dieu, bien sûr. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai voulu faire à travers ces dialogues? Pas simplement une distraction. J'ai voulu me dire, voyons voir, ces êtres qui pour moi incarnent le mal, Hitler, Staline et le diable. Ces êtres qui incarnent le mal, me disais-je, ont dû chercher pour se justifier eux-mêmes des motifs, et des motifs glorieux, des motifs qui les satisfaisaient. Et alors, qu'est-ce que j'ai trouvé pour chacun d'entre eux comme motif? Le motif de Hitler, à mon avis, c'était cette conviction qu'il s'était faite au fond de lui-même que l'humanité était en danger et que si on voulait la sauver, il fallait donner le pouvoir aux plus intelligents, aux plus forts, et que si on ne faisait pas ça, on conduisait l'humanité à sa disparition. Qu'est-ce que se donnait Staline? Avec l'idée qu'il fallait réhabiliter, d'une certaine manière, un modèle d'homme ancien qui incarnait l'homme fort. Oui, mais le peuple germanique était pour lui
L'archétype avait la mission de sauver l'humanité de sa destruction, alors que, par exemple, le christianisme conduisait à la destruction. Si le christianisme posait comme principe que tous les hommes étaient égaux, même s'ils n'avaient pas les mêmes qualités spécifiques chacun, et puis qu'il fallait pardonner les offenses. Bon. Donc, pour lui, je crois vraiment que pour Hitler, le christianisme, c'était le mal. C'était le mal qui se croyait être le bien. Donc, le mal pour lequel il fallait prendre le risque d'apparaître comme le méchant pour éviter à l'humanité de sombrer dans ce mal qui lui enlèverait sa substance, sa solidité. Staline, lui, il disait le peuple russe est pas du tout la classe ouvrière, c'est un peuple de paysans, donc il a besoin d'avoir un guide, et le Parti communiste, les bolcheviks, sont les guides du peuple, parce que ce peuple russe, il est incapable, lui, d'incarner la force, et nous devons donc franchir tous les obstacles et faire disparaître les obstacles, parce que sans nous, le peuple ne s'exprimera pas. Et quant au diable, il dit au bon Dieu, mais écoutez, écoute, tu as donné la liberté aux hommes, tu ne vas pas la lui enlever, je veux que l'homme soit vraiment libre vis-à-vis de toi, et qu'il puisse donc te rejeter, car si sa liberté ne lui permet pas de te rejeter, tu ne lui as pas donné la liberté. Et donc, si vous voulez, c'est ça qui m'a intéressé dans cette construction, évidemment, qui n'a aucune prétention philosophique, qui est une construction presque de divertissement, mais de divertissement sur des problèmes de fond. Et c'est pour ça que je me suis risqué dans ces 3 dialogues dont le lecteur apprécie la pertinence ou l'impertinence. Ça, c'est pas à moi d'en juger. Alors, chaque dialogue correspond à une époque. Nous tournons la page du siècle du chaos. Nous arrivons au siècle de la reconstruction, qui est au fond aussi, pour vous, pour votre histoire personnelle, le siècle de votre épanouissement professionnel. C'est là où j'ai vécu ma vie adulte, et je trouve que j'ai eu la chance de le faire au milieu d'un peuple français qui a été actif, solide, et qui a retrouvé des marques, sous des formes diverses d'ailleurs. La France a beaucoup changé entre 1945 et 1990, c'est pas la même France. Elle a beaucoup changé, mais elle a apporté quelque chose, elle s'est retrouvée, elle a été un acteur vis-à-vis d'elle-même, et donc je suis heureux d'avoir vécu cette période-là, qui a été une période aussi où il y a eu des difficultés, des faiblesses, des échecs. Mais j'ai vécu ça tel quel, et on a besoin, chacun d'entre nous a besoin de se dire, j'ai pas tout raté dans ma vie. Donc voilà, donc je n'en suis pas l'auteur, j'en suis le co-auteur. Et c'est un siècle, donc une trajectoire qui vous avait permis de rencontrer des gens d'exception et dont les grands moments, si j'ai bien compris en lisant votre livre, c'est tout ce qui touche notamment à la construction européenne. Oui, pas seulement. L'homme qui m'a fait le plus d'impression n'est pas un Européen, c'est Deng Xiaoping. J'ai eu la chance de le rencontrer à la fin des années 70 et j'ai trouvé un homme vraiment tout à fait incroyable, enfin, une espèce de petite boule d'énergie qui, à la fin des années 70, dit le peuple chinois, si je le laisse dans la bureaucratie telle que nous l'avons importée d'Union soviétique en matière économique, va redevenir un peuple soumis et redeviendra la colonie du reste du monde. Et c'est ça que je ne veux pas. Il y avait chez Deng Xiaoping ce sentiment national que l'on néglige souvent et qui aujourd'hui encore joue un rôle très important dans les comportements en Chine. Donc ce sentiment que la Chine devait effacer dans son histoire cette partie de soumission aux autres et devait se révéler capable, à travers l'économie, de montrer qu'elle était capable de se hisser au niveau les plus élevés. Mais disait-il, à l'intérieur d'un régime autoritaire. Parce que si je supprime le Parti communiste chinois, eh bien les Chinois vont faire des bêtises, ils vont s'entre-déchirer, ça ne va pas marcher. Alors que plus tard, après tout ça, ils fassent d'autres innovations et qu'ils aillent vers des formes de démocratie, peut-être. Mais aujourd'hui, ce serait une catastrophe. Et c'est la raison pour laquelle il a fait tirer sur la place Tiananmen en 1989, convaincu qu'il était, peut-être à tort, que s'il ne faisait pas ça à ce moment-là, tout ce qu'il avait entrepris en essayant de redresser l'économie chinoise allait s'effondrer.
de quelques mots ou de quelques phrases, je ne dis pas que vous exécutez, mais vous brossez le portrait de quelques personnages. Alors Jean Monnet, personnage à l'allure banale, au service d'une grande cause. Mitterrand, qu'est-ce qu'il a fait Mitterrand? L'alternance, la réduction du PC et la monnaie commune. C'est énorme. Ouais. Vous savez, l'euro n'existerait pas sans François Mitterrand. Parce qu'à l'intérieur de même de son propre parti, moi je me souviens de ce que disait Bérégovoy, il était contre. Je me souviens de ce que disait Balladur, il était contre. Je me souviens, oserais-je le dire, que même un homme comme Jean-Claude Trichet, avant d'être gouverneur de la Banque de France, s'interrogeait sur la pertinence. Ils étaient tous d'accord pour créer une monnaie européenne, mais qui s'ajoute aux monnaies nationales. Mitterrand, lui, comme monnaie, avait compris. Et il nous le disait. Il disait, si nous ne faisons pas la monnaie unique, l'Europe aura une monnaie unique. Ça sera le marque. Et si le marque est la monnaie de l'Europe, eh bien l'Europe éclatera parce que les Français ne l'accepteront pas. On dit que c'était un projet politique. Tout à fait. Exclusivement politique. Il nous a dit, nous recevant le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France à l'Élysée, il nous a dit, si ce n'était pas pour faire l'euro, jamais je n'aurais donné l'indépendance à la Banque centrale. Mais jamais. Mais je sais bien que si je veux que l'euro existe, si je veux que Kohl convainc les Allemands d'accepter l'euro, car ils savaient bien que Kohl avait beaucoup de difficultés, parce que les Allemands, eux, ils disaient, mais la monnaie de l'Europe, c'est le marque. Hein. Imaginez que ce soit l'inverse. Si le franc avait été la monnaie la plus forte à l'époque, qui aurait eu le courage en France de dire nous allons abandonner le franc? Mais personne ne l'aurait eu. C'est pour ça que Helmut Kohl mérite une statue, alors que ce n'était pas un génie. Alors nous sautons les années, parce que les heures passent aussi. Nous arrivons au siècle de l'Apocalypse, c'est-à-dire à la période présente. Et dans votre livre, vous évoquez diverses hypothèses, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, nous ne savons pas ce qui va se passer. Mais il y a des possibles. Et des possibles qui sont assez effrayants, et notamment qui tiennent à la démographie. Et vous dites dans votre livre, au fond, ça se joue à peu de choses près. Selon, pour reprendre les expressions des statisticiens, qu'on a un quart d'enfants de plus sur la population, on peut aller jusqu'à l'étouffement de la planète, ou au contraire, l'extinction très rapide du genre humain. Ah oui, mais moi je ne dis pas que c'est une catastrophe, non pas l'extinction du genre humain, mais je crois qu'il est certain, à l'heure où nous parlons aujourd'hui, alors que personne ne l'imagine, que la population du monde va cesser de croître à la fin de ce siècle et va commencer à décroître. Le retournement de la fécondité est un phénomène universel et qui est d'une ampleur incroyable. Savez-vous qu'aujourd'hui, quel Français sait qu'il y a plus d'enfants qui naissent chaque année en France du taux de fécondité qu'en Tunisie? Tunisie, pour les Français, Tunisie, hein, c'est des Arabes, c'est de l'autre côté, c'est des Africains, ils ont plein de gosses, nous on n'en a pas. Aujourd'hui, c'est faux. Donc la France est une exception. Mais le monde entier est entré dans la décroissance démographique. Une exception donc on ne connaît pas vraiment, c'est difficile d'analyser. Oui, on peut toujours faire des hypothèses. Mon hypothèse, c'est que la femme française, comme toutes les femmes, ont eu besoin, au cours de ce XXe siècle, de se faire reconnaître comme étant des êtres humains à part entière. Et notamment en exerçant des activités professionnelles, pas seulement en exerçant des activités professionnelles. Et la France est le seul pays qui a su, enfin avec quelques pays scandinaves, qui a su concilier le fait d'exercer une activité professionnelle avec le fait d'être mère de famille. C'est le seul pays. Avec un certain nombre de dispositions. Ah mais oui, ailleurs, il n'y a pas autant de crèches que chez nous. L'école maternelle n'existe pas du tout comme ça. Allez en Allemagne, mais les femmes sont obligées de rester à la maison. Hein, parce que sinon, on ne peut pas garder les enfants. Donc la France a fait là un effort exceptionnel qu'elle ne connaît même pas elle-même d'ailleurs. Mais quand on fait les comparaisons dans le monde, donc la France a effectivement enrayé la chute de sa fécondité. Il n'empêche que même avec la fécondité élevée qui est la nôtre aujourd'hui, nous n'assurons pas le renouvellement de la population française sur la longue durée. Hein. Mais à l'échelle du monde, c'est l'inverse qui s'opère. L'inverse est opéré en Chine, l'inverse actuellement est en train de se réaliser en Afrique du Nord, et l'inverse va s'observer partout. Vous êtes passé en l'espace de 50 ans de taux de fécondité qui étaient de 6 enfants par femme à des taux de fécondité qui sont inférieurs à 3 enfants par femme. Il nous a fallu 200 ans en Europe pour faire ce chemin-là. Donc le retournement de la fécondité est mondial
et conduira à une diminution de la population mondiale avant la fin de ce siècle. Je peux l'écrire sur cette table, et avant la fin du siècle, vous faites une émission et vous dites, tiens, il avait raison. Alors, est-ce que c'est une catastrophe? Je ne sais pas, parce que tout cela va avoir produit des contre-réactions à un moment ou à un autre. Mais je crois que l'idée que la population du monde est engagée dans un processus où après 2 milliards d'êtres humains quand je suis né, 6 milliards d'êtres humains aujourd'hui où j'ai 80 ans, et 8 ou 9 milliards d'êtres humains à la fin de ce siècle, ça ne cessera plus d'augmenter. C'est faux. Le siècle prochain, nous descendrons de 9 à 8 à 7. Alors, où ça va se stabiliser, je n'en sais rien. Mais nous ne sommes pas du tout dans un univers où l'espèce humaine est en train d'exploser d'une manière incontrôlable. Alors, ce n'est pas vrai. Jean Boissonnat, je vous donne rendez-vous à la fin du siècle pour une prochaine émission. On va terminer cette émission en musique, par votre musique, puisque vous dites, au fond, le siècle du chaos, Requiem de Mozart, le siècle de la reconstruction, Don Juan, toujours Mozart, Viva la Libertad, et enfin le siècle de l'Apocalypse, par exemple, le Sacre du printemps de Stravinsky, mais vous ajoutez la création de Haydn à écouter comme une prière. Absolument. Voilà. Je rappelle le titre de votre ouvrage, donc, de 2029, ou Comment j'ai traversé 3 siècles en 100 ans. L'ouvrage de Grégory Solari, Les raisons de la liturgie, aux éditions de l'œuvre, dont il n'est pas l'éditeur. Et enfin, 20 propositions pour réformer le capitalisme chez Flammarion. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en partie ou en totalité sur les sites respectifs de la Procure, du Jour du Seigneur et en totalité sur KTO. Bonsoir, à la prochaine émission. Je pense que ce sera à la rentrée.